Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Eden TV. Les titres: Front républicain pour le développement FRD, c'est le nom du nouveau mouvement politique porté sur les fonds baptismaux ce samedi à Porte-Novo. L'objectif de ce mouvement est de contribuer à la réhabilitation de la ville capitale. Au Libéria, l'érosion côtière fait des milliers de sans-domicile à West Point, un bidonville de Monrovia. 90 000 personnes ont dû abandonner leurs habitations emportées par la mer. Et puis l'Allemagne a connu un nouvel attentat ce dimanche. Une explosion près d'un festival de musique dans le sud du pays a fait 12 blessés. Les détails de tous ces titres à développer dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les ministres de la Justice et de la Législation, de l'Économie et des Finances, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur étaient ce vendredi face au corps diplomatique. L'objectif de cette rencontre est de livrer les grandes lignes et les feuilles de route par ministère en 100 jours de gestion. Le point avec Freddy Loris d'abord et Cyril Labo. Tels des impétrants en instance de valider une thèse, 4 ministres du gouvernement Talon ont donné rendez-vous à la presse et au corps diplomatique à la salle du Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du ministre de la Justice Joseph Djogbenou, du ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso, du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi et du ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadaïn. Le principal objectif de la rencontre est de livrer à la presse et au corps diplomatique les grandes lignes et les feuilles de route par ministère en 100 jours de gestion. L'exercice consiste en un court exposé de 7 minutes par ministre. Le renforcement de la capacité des acteurs de la justice, par exemple la loi sur le barreau, qui régit les avocats. L'état des lieux de ce point de vue n'était pas aussi catastrophique, mais il fallait s'y intéresser. De faire en sorte qu'au moins 5 notaires prêtent serment. De faire en sorte d'engager les discussions en vue de préparer le recrutement des magistrats. Sur le terrain de la législation, de faire en sorte que l'Assemblée nationale adopte la loi portant modification de la loi portant organisation judiciaire avec l'instauration maintenant au Bénin des juridictions commerciales, avec la création d'une cour d'appel en matière commerciale. Nous aurons désormais 3 tribunaux commerciaux et puis 3 cours d'appel en matière commerciale. Les actions que nous avons commencé à mener, c'est-à-dire au niveau du public, nous avons mis en place une commission qui a sillonné toutes les universités pour relever les insuffisances en matière d'équipement, en matière d'infrastructure, en matière de personnel, et pour juger de l'opportunité de l'installation de toutes ces universités publiques. Actuellement, nous sommes à près de 150 établissements d'enseignement privé du supérieur, dont 52, à peine 50 ont reçu l'agrément. Nous avons eu à prendre le décret fermant les centres privés, les établissements privés d'enseignement dans le domaine de la santé, parce que le domaine de la santé relève du pouvoir régalien de l'État. Les speeches se sont succédés, motivés et aussi convaincants les uns que les autres. Les ministres livrent le secret des 100 jours d'activité au sein du gouvernement de la rupture. Nous sommes arrivés avec un programme très clair, un programme ambitieux, et il faut donc prendre des mesures pour poser tout de suite les bases d'une croissance durable, d'une croissance intégrée pour les 5 années à venir. Nous avons procédé également en termes de mesures d'urgence à l'annulation d'un certain nombre de contrats, des contrats de cession de biens d'État. Nous avons lancé tout de suite les travaux pour faire un collectif budgétaire, c'est-à-dire que nous nous sommes dit de façon, une fois que nous avons mis un stop et nous avons commencé les actions conjoncturelles, ce qu'il fallait faire, c'est de revoir quels sont les moyens dont on dispose pour l'année et ensuite réajuster les actions que nous envisageons de faire pour l'année. On a repris nos recettes de façon réaliste et en intégrant la crise au Nigeria, nous avons revu à la baisse nos prétentions de recettes et ensuite nous avons revu nos postes de dépenses. Le mérite du type d'exercice que nous menons, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les imagine dans la rue. Il s'agit dans ce pays de restaurer l'état de droit, il s'agit de réorganiser les choses et d'être sûr
que ce que nous faisons fait sens. Lorsque nous avons pris la responsabilité des affaires publiques dans ce pays, c'est de faire dans tous les départements un état des lieux et de prendre des mesures urgentes. Alors, ce que nous avons fait, c'est de fermer quelques ambassades parce que nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens. Après avoir fourni des réponses à la série de questions à eux posées par les membres du corps diplomatique, chaque ministre repart confiant pour la suite de la mission pour un nouveau départ. Le FRD, Front républicain pour le développement, a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi 23 juillet 2016 aux commandes de cet ensemble politique, Maître Jacques Migan et d'autres cadres natifs de Porto Novo. La cérémonie s'est déroulée à la Maison internationale de la culture de la ville capitale du Bénin. Principal objectif du mouvement, la réhabilitation de la ville de Porto Novo. Fréjus Seulan et Cyril Agbo pour le compte rendu. 56 ans après les indépendances, Porto Novo, la capitale du Bénin, reste sans attribut. Et c'est fort de ce constat que les fils et filles de cette ville ont décidé de se réunir autour d'un creuset structurel de réflexion, d'action et de construction de Porto Novo dénommé FRD, Front des Républicains pour le Développement. En présence des populations et du roi de Porto Novo, Maître Jacques Migan et les siens ont présenté le mouvement destiné à conduire à la construction d'une ville moderne, libre et démocratique. Et selon Brice Ba, ce mouvement est le fruit d'un travail de longue haleine. Les Porto-Noviens, dans un élan collectif et désintéressé, ont décidé de prendre leurs responsabilités et ont mis sur pied dans les 100 quartiers, je dis bien dans les 100 quartiers que comptent les 5 arrondissements de Porto Novo, des cellules de 25 membres chacune, afin d'identifier les thérapies urgentes à appliquer pour un Porto Novo prospère et rayonnant. Conformément à l'organigramme et au fonctionnement du FRD, Front des Républicains pour le Développement, nous avons du plus bas de l'échelle jusqu'au sommet les cellules, les bureaux de zone, les fédérations, les bureaux d'arrondissement, le bureau communal, le directoire, l'Assemblée générale. Invitée pour parler de développement, la conseillère municipale à Porto Novo, Marcel Brun, a invité tous les acteurs politiques de la ville à la solidarité dans les actions. Porto Novo, Adjaché, Rokonou, c'est notre ville. C'est notre ville. Elle nous tient à cœur. Donc c'est ensemble, les mains dans la main, sans parler de parti. Ici, il n'y a plus de parti. Nous avons fini les élections. Nous avons fini les campagnes. Nous devons penser à une seule chose, le développement de Porto Novo. Quant à Jacques Migan, il donne ici les grandes orientations du FRD qui seront bientôt inscrites dans un document stratégique. 1. De créer ou d'améliorer un plan d'aménagement du territoire de Porto Novo. 2. De créer ou d'améliorer les services essentiels dans les quartiers les plus précaires. 3. De gérer les ordures solides. 4. D'identifier et de créer un ou plusieurs projets par quartier qui mèneront un développement économique intégré au patrimoine socio-économique. 5. Enfin, rechercher les sources de financement et des capacités de gestion et de suivi de la mise en œuvre des projets. Plusieurs délégations venues des 4 coins du Bénin ont apporté le soutien indéfectible au FRD. Quant au roi de Porto Novo, il a rejoint les propos de Jacques Migan sollicitant l'accompagnement soutenu et constant de l'État dans ce projet de réhabilitation de la capitale du Bénin, Porto Novo. Retour à Cotonou, le préfet du littoral Modeste Toboula, par arrêté préfectoral, a interdit la circulation des engins à 2 roues dans l'emprise de la zone commerciale du marché d'Antopa. Mais cette mesure est diversement, appréciée par les usagers et les riverains de cette zone. Pourquoi cette décision gêne-t-elle et quels en sont les avantages? Éléments de réponse dans ce reportage. Il est interdit jusqu'à nouvel ordre à tous engins à 2 roues l'entrée dans le centre commercial allant de la rue MTN. Notre-Dame jusqu'à l'immeuble Maoulé, en passant devant le collège d'enseignement général d'Antokpa. Telle est l'intégralité de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du préfet du littoral, Modeste Toboula, en date du 7 juillet 2016 et affiché un peu partout dans la zone commerciale. Mais cette mesure de l'autorité vient quelque peu rendre difficiles les activités de certains usagers du site. Et ceux qui ne sont pas émus, si vous allez quelque part, vous avez 2 roues, vous allez passer par où? Et c'est à Misebo. La décision là, c'est très grave pour nous, puisqu'on va circuler par où?
pour prendre les clients, on va circuler par où? On dit qu'on veut par là-bas. C'est où on peut garer maintenant? Ce que voilà, les bonnes dames ne peuvent plus faire leur business parce que avec les motos là, surtout avec les IM là, ça les avantage à prendre leurs marchandises. Cette décision constitue aussi une difficulté pour les riverains. Il y a des gens qui habitent ici, il y a des gens qui ont le domaine ici, avant que le marché là commence à s'animer. Donc, ce que voilà, c'est un peu difficile de venir garer leurs motos, bien leurs engins, leurs voitures dans leur maison. Pour le préfet Modeste Toboula, il faut désormais respecter un minimum de règles et de normes internationales en matière de circulation dans les marchés. C'est pour cela qu'il a pris la mesure de ses responsabilités en entérinant cette décision qui émane du Conseil départemental de sécurité. Il explique ici les avantages de cette mesure. Le premier, la libre circulation des personnes et des biens. Deuxième, la maîtrise de l'arsenal sécuritaire dans le département, notamment dans la zone commerciale. Le bilan qui a été fait sur 10 braquages, vous verrez 8 à 9 dans la zone commerciale. Et de ces 8 à 9, c'est par le biais des motos, j'allais dire des engins à 2 roues, que le butin arrive à être emporté. Sur ce point que certains usagers reconnaissent la pertinence de la décision du Conseil départemental de sécurité entérinée par Modeste Toboula, tout en souhaitant qu'il pense également à des mesures d'accompagnement. S'il n'y a pas d'accès de motos non plus dans la zone, on aura de la facilité à attraper par exemple des voleurs qui viennent dans le marché avec des motos. Il faut que le préfet du moins pense à l'installation qu'on appelle des parkings qui ne sont pas dans le marché. Comme ça, quand les gens viennent, ils garent leur moto ou bien garent leur voiture à des endroits donnés avant de rentrer dans le marché. Je n'admettrai pas l'incivisme sur mon territoire. Au prix d'être impopulaire, nous avons décidé de marquer notre temps, nous a confié Modeste Toboula. Cette volonté du préfet en dit long sur l'application de l'arrêté préfectoral sur l'entrée des 2 roues dans la zone commerciale. Le sport béninois impulsé par le vent du nouveau départ semble connaître une avancée dont l'acte significatif a eu lieu jeudi à Cotonou dans les locaux du ministère des Sports. C'était au cours d'une séance qui a réuni le ministre des Sports et l'ensemble des acteurs sportifs. Judicaël Poulika-Païdinou, Cyril Agbo. Oswald Omeki, Julien Minavoa et l'ensemble des acteurs sportifs béninois prêts pour un nouveau départ dans le domaine du sport au Bénin. Ces différentes parties consentent ainsi à œuvrer au rayonnement de ce sport tant au plan national qu'international. Cette avancée est en fait la phase conclusive d'une réunion qu'elles ont tenue ce jeudi après-midi à Cotonou. Cette réunion a succédé à plusieurs autres séances de travail au cours desquelles chaque composante du sport béninois a mené des réflexions. Côté mouvement sportif, les réflexions aboutissent à la rédaction d'un mémorandum dont voici un pan. L'introduction au Parlement d'un projet de loi sur le financement du sport qui crée les conditions favorables au sponsoring. L'instauration du statut de l'athlète de l'élite à qui l'État devra consentir le nécessaire décent. Le rétablissement du comité olympique dans son rôle légal de préparateur et d'organisateur de toutes les manifestations sportives à caractère national, régional, continental, international. La question de la subvention à bonne date des fédérations pour leurs compétitions nationales et internationales respectives. En somme, un catalogue d'ambitions qui a obtenu un écho favorable auprès du ministre des Sports. Ce mémorandum me paraît assez réaliste, assez fidèle, assez expressif des difficultés qui sont les nôtres et des différentes étapes par lesquelles nous devons passer si nous voulons régler le problème du sport béninois. Les propositions du mémorandum des acteurs sportifs du Bénin, Oswald Omeki les a épousées, d'autant qu'elles rejoignent celles contenues dans sa politique de développement du sport au Bénin, une politique qui sera mise en branle bientôt. Je lancerai dans quelques jours le programme d'action sectorielle, donc pour ce qui concerne le département ministériel dont j'ai la charge, qui est le programme du gouvernement dans le domaine du sport. Ce programme est à la fois
ce que vous pensez et souhaitez et ce que le gouvernement pense et souhaite. Ce programme sera un programme réaliste. Ce programme contiendra des réformes institutionnelles qui n'ont pas besoin de ressources, mais simplement de votre accompagnement, de votre adhésion. Et ces réformes ne sont rien d'autre que ce que vous souhaitez vous-même et que vous avez exprimé à travers le mémorandum. Précisément, ce programme prend en compte, entre autres, la réalisation de la cartographie sportive béninoise, l'instauration d'un nouveau mode de financement des fédérations sportives. À ce sujet, le ministre des Sports a martelé son intention de promouvoir l'égalité des chances pour toutes les disciplines sportives. Sans conteste, son propos a suscité des réactions du mouvement sportif, dont la plus dubitative est celle de cet acteur du handball qui, selon son dit, craint que la mafia n'émousse les acteurs du ministre des Sports. Mais Oswald Omeki n'est pas une dupe, il sait comment atteindre ses objectifs. Il en faudrait donc plus pour l'en empêcher. Lui qui considère avoir signé un pacte avec les fédérations sportives ce 21 juillet 2016, c'est ce qui s'appelle faire date. Info sur le continent, les forces de l'ordre gabonaises ont violemment dispersé samedi à Libreville un rassemblement pacifique d'opposants. Plusieurs centaines de personnes ont répondu au mot d'ordre de l'opposition pour contester la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à l'approche de l'élection présidentielle du 27 août prochain. Le preneur d'images de l'agence France Presse qui couvrait la marche a été tabassé par les hommes en uniforme. Et puis encore près de nous, les côtes libériennes ont été marquées par l'élévation du niveau de la mer, le changement climatique faisant des milliers de sans-domicile dans la commune de West Point à Moronvia. 90 000 personnes logent désormais dans un bidonville avec des cabanes longeant la péninsule le long de l'océan Atlantique. Reportage. Ils ont survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola dans leur pays, mais ils capitulent face à l'océan. Des milliers d'habitants de West Point à Moronvia doivent quitter leur bidonville, le plus grand du Libéria, face à la montée des eaux. De 2014 à aujourd'hui, la mer nous a étreints. Au milieu de la mer, vous pouvez voir tellement de maisons. Et de bonnes toilettes et de bonnes maisons, la mer les a emportées. Et quand ça arrive, ça peut toujours arriver pendant la nuit. Parfois à 5 heures du matin, parfois à 2 heures du matin quand vous êtes en train de dormir et les vagues arrivent directement en haut de la maison. Avant de retrouver vos esprits, tout le monde est confus. Vous êtes entouré d'eau. La houle va juste tout emporter. Face à ce désastre, les habitants ont leur regard tourné vers les autorités à divers niveaux pour résoudre le fléau de l'érosion. J'étais en train de dormir chez un ami, mais ce n'était pas idéal parce qu'il avait sa propre famille. L'endroit dans lequel il nous a fait dormir était à l'extérieur parce qu'il y avait des fuites. Donc nous prions pour que le président nous reloge. Following that disaster, À la suite de ce désastre, nous avons informé les services du président à travers notre bureau avec les victimes que notre commune était dans un état critique. Les gens se dormaient à l'extérieur, les gens se dormaient dans le marché, dans les écoles. Donc on a rencontré le président et ensuite le président a organisé une task force pour prendre le problème à bras le corps. Selon les autorités locales, les maisons de West Point ont commencé à disparaître sous les eaux à partir de novembre 2014. Et si rien n'est fait pour accélérer la construction de logements sécurisés, ce sera la perte totale de la commune de West Point à Moronvia. En interactualité, l'Allemagne a connu un nouvel attentat ce dimanche. Une explosion près d'un festival de musique dans le sud de l'Allemagne a fait 12 blessés. L'auteur de l'attentat, un réfugié syrien, a péri dans l'explosion. Plus de précisions avec Frédéric Seblan. Je l'annonçais tout à l'heure, en interactualité, l'Allemagne a connu un nouvel attentat ce dimanche. Une explosion près d'un festival de musique dans le sud du pays a fait 12 blessés. Les précisions avec Frédéric Seblan. Selon les autorités locales, cette explosion, intervenue devant un restaurant du centre-ville d'Ansbach dans le sud de l'Allemagne, est volontaire. Cet attentat, qui a fait 12 blessés, dont 3 graves, survient à un moment où l'Allemagne est sous haute tension, car ayant connu une semaine noire endeuillée par plusieurs attaques meurtrières. L'auteur de cette dernière, un réfugié syrien âgé de 27 ans et souffrant de troubles psychologiques, a rendu l'âme dans l'explosion qu'il a lui-même provoquée.
Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour vérifier s'il s'agit d'un attentat islamiste, mais cette piste est fortement privilégiée. L'auteur de l'attentat, dont la demande d'asile avait été rejetée il y a 1 an, avait l'intention d'empêcher la tenue du festival de musique pop en plein air auquel participaient plus de 2500 personnes dans la ville. Il était également déjà connu des services de police, notamment pour un délit lié à la drogue, selon l'agence de presse d'IPIE. Non loin de l'Allemagne, en France, 20 ans après la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, ça gronde toujours entre opposants et partisans. Les opposants réclament l'arrêt définitif du programme, tandis que les pro-l'ours demandent de nouveau lâcher. Reportage. Ils sont venus marcher dans les pas de l'ours, à Arbas, dans les Pyrénées. Accompagné d'un animateur, ce groupe de touristes découvre l'histoire de cet animal sauvage, réintroduit ici il y a tout juste 20 ans. Ici, à l'endroit où nous sommes, exactement à l'endroit où nous sommes, il y a 2 ours qui ont été lâchés. Ziva, Melba puis le mâle Pyros ont été lâchés sur ce chemin entre 1996 et 1997. À l'époque, ils n'étaient plus que 5. Ces ours originaires de Slovénie ont été réintroduits pour renforcer la population. La disparition de l'ours dans les Pyrénées n'est absolument pas naturelle, c'est complètement le fait de l'homme, en particulier historiquement de la chasse qui a été autorisée jusqu'en 1962 en France. Et quand on a commencé à vouloir travailler à la protection de l'ours, on s'est rendu compte que finalement c'était déjà trop tard, c'est-à-dire que la population était en dessous du seuil de viabilité. Aujourd'hui, il n'existe plus d'ours des Pyrénées de souche, le dernier, Canel, ayant été tué en 2006 par un chasseur. Le recensement effectué il y a 1 an comptabilise à présent 29 ours. 7 oursons auraient également été détectés. Si la population n'est toujours pas viable pour les anti-ours, ils sont déjà beaucoup trop nombreux. Bien, mon chien. Élodie s'est installée à Casteras, dans la vallée du Haut-Salat, il y a 2 ans, une région particulièrement appréciée par l'ours. Il peut y avoir des risques de prédation partout. Quand on a acheté, il y a 2 ans, il y a des chèvres qui se sont faites attaquer dans le parc en dessous du village. Donc, je ne sais pas, à 50 mètres des premières maisons qui sont habitées. L'an passé, Élodie a perdu une dizaine de brebis. Pour veiller en permanence sur ses 200 bêtes, elle compte sur son chien de berger, mais le risque d'attaque existe toujours. Ça déstructure complètement notre travail. Concrètement, c'est ça. Et puis au-delà de ça, ça fait qu'il y a des gens qui sont complètement écœurés, des anciens, et qui ne remontent plus en montagne. Ça fait baisser les effectifs des estives. Une estive ici, là, au-dessus, il y a 3 ans, ils étaient à 2000 brebis. Là, cette année, ils sont à 850. Pour l'association du Pays de l'Ours, le plan Tigrade aurait au contraire permis de relancer une activité pastorale, les bergers étant indispensables depuis la réintroduction de l'ours. Le plan d'aide de plus de 48 millions d'euros soutient en partie cette activité. Plus de 200 personnes ont récemment manifesté devant la préfecture de Toulouse contre de possibles nouveaux lâchers dans la région. Les anti- et pro-ours attendent désormais la décision du ministère de l'écologie à l'origine du premier plan de réintroduction il y a 20 ans. En Chine, une femme a été tuée, une autre blessée par des tigres dans un parc zoologique de Pékin, alors qu'elles étaient sorties de leur voiture après une dispute, a rapporté dimanche la presse chinoise. L'incident s'est produit samedi, a rapporté le site chinanews.com. À l'issue d'une dispute, l'une des femmes est sortie du véhicule. Un tigre du parc l'a immédiatement attaquée, poussant l'autre femme à intervenir. Cette dernière, qui est elle aussi descendue de la voiture, a été la cible d'un autre tigre qui l'a tué avant d'emporter son corps. Les 2 femmes étaient accompagnées par un homme qui a assisté à la scène et tenté de leur venir en aide et un enfant. Ces derniers n'ont pas été blessés, a expliqué China News, ajoutant que le parc avait été fermé pour prendre des mesures de précaution. Et puis 3 Palestiniennes enfument des ruches sur des collines de Cisjordanie afin de produire du miel, le visage et le corps protégés. Pour éviter des piqûres des abeilles, ces femmes au foyer se sont lancées dans l'apiculture il y a 4 ans, un miel qui a changé leur vie et qui leur a permis de se réapproprier leur terre. Reportage. Sur une colline de Cisjordanie, un groupe de Palestiniennes enfilent leurs combinaisons blanches et couvrent leur visage d'un fin grillage. Direction une oliverie parsemée de ruches dont elles s'occupent depuis 4 ans. Dans le territoire palestinien occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël, la récolte de miel permet à de plus en plus de femmes de joindre les 2 bouts. Nous sommes 6 femmes à participer à ce projet.
L'une d'entre nous a une famille de 7 personnes, une autre subvient aux besoins de 9 personnes, l'une d'entre nous subvient à ses propres besoins, une autre a 4 enfants, une autre encore en a 8. Nous avons toutes des situations différentes. Tous les ans, ces femmes produisent 600 kilos de miel pour un revenu annuel de 1 400 €. Une somme supplémentaire bienvenue, alors que le chômage touche 1 habitant sur 4 dans les territoires palestiniens, un taux qui atteint 40% chez les femmes. Et pour certaines, l'apiculture est devenue une véritable passion. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après mes enfants. À la maison, je surveille toujours nos ruches et je m'occupe des abeilles. Le projet est encouragé par Parc, une organisation qui aide aujourd'hui 103 femmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La plupart des projets en Cisjordanie ont été lancés dans la zone dite C, qui représente 60% du territoire et qui est placée sous total contrôle militaire israélien depuis les accords d'Oslo de 1993. En 23 ans, des colonies israéliennes ont été construites sur de nombreuses terres agricoles. Résultat, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 72%. Nous travaillons principalement sur des terres agricoles à l'intérieur de la zone C. Donc l'un des objectifs principaux de notre projet, c'est d'aider les gens à rester sur leurs terres, en particulier les femmes vivant dans les zones agricoles. En plus du miel, les apicultrices de Cisjordanie fabriquent des produits à base de gelée royale et de cire produite par leurs abeilles. Certaines se sont rendues en Jordanie et même jusqu'en Espagne pour les vendre lors de forums d'agriculture et de commerce équitable. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur EDN TV et à demain.